place. On va entamer la deuxième partie de cette quatrième édition du quatrième congrès national de l'ADN par une deuxième partie où M. le professeur Al-Alami va nous traiter le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique, qui est une communication parrainée par les laboratoires Afrique Phare. Remercie. Et pour pouvoir gagner quelques minutes, on va rapidement passer à la communication. كما قلت لك أستاذ نحاولوا نخليو partir pour la discussion. لا juste après pour lui. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci, messieurs les présidents de séance. Merci et bravo au comité de l'ADN. Un gros travail et un grand succès. L'assistance. Donc, on va parler du risque cardiovasculaire chez le patient diabétique. Bien sûr, en 20-25 minutes, comme on le demande, 25 minutes, on ne pourra pas tout faire. Mais je voudrais commencer avec vous par deux notions qui me semblent vraiment importantes. Et la première, j'ai besoin de votre participation puisque ça, c'est le risque cardiovasculaire. Et vous devinez qui c'est celui-là? Ça, c'est vous. Chacun d'entre nous, on va maîtriser et jongler avec le risque, avec le danger cardiovasculaire, et on le maîtrise très bien. Regardez. On est là pour dire, attention, vous êtes plus exposé que celui-là, ceux-là, vous êtes aussi exposés. Voilà le risque de celui-là. De chacun d'entre eux, on peut dire quel est le risque. Et parfois, le risque faible, et il y a des accidents. Regardez, il y a des gens comme ça. Ils se croient ici qu'il n'aura pas de problème, mais on n'est pas à l'abri d'un accident cardiovasculaire chez le diabétique plus que les autres, même si on est au premier étage. Voilà. Alors, le premier point que je voudrais qu'on partage ensemble, c'est celui-là. Et on va rentrer dans le vif. Je vous donne 3 individus. Et je voudrais que vous me classiez l'ordre de risque. Ils sont tous diabétiques. Regardez bien. 50 ans, masculin, cholestérol total 1,5, ça fait 4 millimoles, systolique 160, fumeur. Deuxième, B, 50 ans, diabète, cholestérol total 2,7, systolique 160, mais il ne fume pas. C, 50 ans, féminin, diabète, cholestérol 2,30, systolique 140, fumeuse. Alors je voudrais le risque du plus élevé au plus faible. Comment vous allez les classer? Alors écoutez, est-ce qu'il y a du ABC quelque part? Il y a des gens dans l'ordre ou pas? Ma kench ABC. ACB. Qui est pour ACB? Levez la main. Afin que tout le monde va lever la main à un moment ou à un autre. Hein? ACB. Et les autres, qu'est-ce que vous proposez d'autre? CAB. باقي واحد 40 واحد ما يتبعوه. Bon, alors regardez. ABC, personne. Et vous avez dit quoi les premiers? ACB? ACB. Et puis les autres, on dit? Ah, chauffe. Les Khalou CAB, ils ont déjà perdu. Éliminé. Le taureau khraj fikum. Vous ne l'avez pas maîtrisé. Alors regardez, on a la chance d'avoir maintenant des tables marocaines
Et il faut les utiliser, s'il vous plaît, pour calculer le risque. Et le Maroc est c'est les tables de l'OMS et on est classé dans la même région de risque, pas géographique, mais région de risque. Regardez, Maroc, Égypte, Irak, Pakistan, on est dans le même risque cardiovasculaire que ces pays-là. Et il y a des tables adaptées au Maroc. Alors je pense qu'il faut les utiliser. Et si on les utilise, voilà ce qu'on va trouver. Le premier, c'était quel âge il avait? 50, masculin, cholestérol combien? Alors regarde, ça c'est les tables pour les diabétiques. Pour les diabétiques. Donc masculin, on est ici, 50 ans, et cholestérol 7, c'est ça? 7, c'est, oui, 7 millimoles. Donc, il était fumeur? Oui. Et cholestérol 7? Non? Ben, je reviens pour le voir. Il était 1,5, 160. Alors, on va voir 1,5. Alors, et 160 de tension, c'est là. Et ça va nous donner ça. Voilà, le A, il est ici. Le B, il a le même âge. Il est non-fumeur, la même tension. Et cholestérol, c'était 7. Et regardez sa couleur. B. Et le dernier, c'est femme. Elle est là. 14 de tension, fumeuse et 6. Alors, le risque du plus élevé au plus faible, B, A, C. Et combien on dit B, A, C? À chaque fois que je fais ça, il n'y en a pas un qui lève le doigt. C'est pour ça que je vous le montre. S'il vous plaît, le message est très fort. On a beau être des champions de taureau, on a beau jongler avec le risque cardiaque. Si on ne le mesure pas, on ne peut pas le trouver. C'est ça mon message numéro 1. C'est très important de le mesurer. Et d'ailleurs, sur les dernières recommandations, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, regardez comme un peu de silence. Si je crie, c'est parce qu'il y a beaucoup de voix à l'arrière. Je vous demande un peu de silence. Ça, c'est les tables. C'est les tables qui sont tirées des recommandations européennes de 2016. Et vous voyez qu'on nous dit, si le taux de cholestérol à 2,7 chez une femme qui a 12 de tension, son risque, il est à 2%. Et pour le même âge, un cholestérol qui est à 2, plus bas qu'ici, et il suffit qu'il ait de la tension et qu'il soit fumeur pour qu'on trouve un risque élevé. Et les gens qui ont 2% de risque, très souvent, même s'ils sont diabétiques à un début du diabète, les LDL ne sont pas encore petits, denses et hyper hétérogènes. Alors que quand le diabète devient ancien, eh bien, comme chez ce patient-là, le risque est très élevé. Les LDL sont tout petits, denses, hyper hétérogènes. Et c'est pour ça que le message numéro 1, il faut absolument calculer le risque et non pas juste l'estimer comme ça au hasard. C'est important. On avait l'excuse avant de dire on n'a pas de table Maroc. Maintenant, les tables Maroc sont là et donc on peut les utiliser pour bien évaluer le risque. Le deuxième point, je voudrais revenir un petit peu sur l'athérosclérose en quelques minutes et pour reprendre un petit peu les mécanismes et juste pour dire que quand il y a 3 phénomènes qui se passent, l'oxydation du LDL, il faut qu'il y ait dysfonction endothéliale et il faut qu'il y ait aussi inflammation. C'est 3 paramètres qui déterminent l'athérosclérose. Et si on parle de l'athérosclérose chez le diabétique, puisqu'elle est très prononcée chez le diabétique, eh bien, on tient compte de ces 3 paramètres et petit à petit, c'est comme ça, avec l'inflammation, qu'on va arriver à l'athérosclérose. Mon message, c'est le suivant, c'est qu'il y a 3 paramètres importants qui entrent en jeu dans l'athérosclérose en général et du diabétique en particulier. Et ce qu'il y a d'important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je dirais jusqu'à cet été 2017,
on ne sait combattre le risque chez le diabétique ou non diabétique qu'avec une seule arme. On ne sait, sur le plan thérapeutique médicamenteux, même s'il y a 3 composantes, on ne sait agir sur l'athérosclérose que par une seule. Baisser le LDL par une statine. C'est la seule façon. Il y a de l'inflammation, il y a de l'endothélium qui dysfonctionne, mais la science jusqu'à cet été, je dis jusqu'à cet été, parce que jusqu'à cet été, on peut dire, on a prouvé que baisser le LDL, eh bien ça agit, alors que les paramètres qui sont là, on ne sait pas comment faire. Et le message numéro 2, c'est que baisser le LDL par une statine, et depuis quelques mois, on va dire aussi par les PCSK9 inhibiteurs, eh bien c'est efficace et c'est la seule façon de réduire le risque chez le diabétique et le non-diabétique, et je dis bien du point de vue pharmacologique. Maintenant, bien sûr, il y a tous les facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Bien, j'ai dit jusqu'à cet été, parce que cet été, on va dire en septembre, il y a eu au Congrès européen cette année à Barcelone, il y a juste quelques semaines, pour la première fois dans l'histoire de l'athérosclérose et de la médecine, qu'on prouve qu'un traitement anti-inflammatoire va réduire l'athérosclérose, et s'il vous plaît, dans la conclusion, ça réduit les événements cardiovasculaires. C'est très important, sans statine. C'est-à-dire, indépendamment de la statine, on va réduire des événements cardiovasculaires en agissant sur la composante inflammation, chose qui jusqu'à aujourd'hui était de la théorie, mais qui n'a jamais pu être prouvée. Aujourd'hui, depuis septembre, on sait qu'une nouvelle page dans l'athérosclérose est tournée, que les anti-inflammatoires, pas les anti-inflammatoires qu'on utilise, s'il vous plaît, ceux qu'on utilise tous les jours sont dangereux pour l'athérosclérose. Il faut les éviter. On ne parle pas de ces anti-inflammatoires, mais des nouveaux produits qui sont issus de nouvelles technologies. Eh bien, en agissant sur l'interleukine, ici sur l'interleukine 1 bêta, eh bien, ils réduisent les événements cardiovasculaires indépendamment du taux de cholestérol. Je voulais partager avec vous ça, c'est très important. Et en ce qui concerne les lipides, j'insiste pas beaucoup sur le degré de baisse du LDL, on le sait. Le message numéro 2, baisser le LDL, c'est la seule façon pharmacologique de baisser le risque cardiaque. C'est ça le message. Bon, il y a eu en 2016 les recommandations, et on sait que du point de vue médicamenteux, pour les statines, il n'y a rien de changé en 2016, et on peut un petit peu résumer de cette façon. Une personne qui est diabétique, un diabète récent, qui n'a pas d'autres facteurs de risque, un LDL qui a moins d'1 gramme, à la rigueur, si on ne donne pas de statine, il n'y a pas de problème. Et quand le risque est modéré, pour dire qu'il est modéré, il faut le calculer. Quand il est modéré, et en général, il faut baisser entre 30 et 50% le LDL. Et là, on donne une statine à dose modérée. Et quand le risque est élevé, il faut baisser le LDL à moins de 0,7 et baisser de plus de 50% le LDL, et il faut des fortes doses de statine. Ça résume un petit peu la situation concernant la statine chez le diabétique. Nous, en pratique, je vous le dis, on ne devrait pas le dire comme ça parce que on ne suit pas les recommandations américaines qui disent que si le diabète a un haut risque, il faut donner une forte dose. On ne prescrit en général pas de forte dose en prévention primaire chez le diabétique, c'est-à-dire un diabétique qui n'est pas coronarien, qui n'a pas d'AVC, on ne donne pas de forte dose de statine. Mais si on voulait suivre les recommandations, en tout cas aux États-Unis, c'est comme ça, quand le risque est élevé chez le diabétique, eh ben on y va avec des fortes doses. Bon, ça c'est juste pour vous montrer quelle est la baisse de LDL en fonction
des molécules et en fonction de leur dosage. Et la plus forte à la dose la plus élevée des statines va baisser vers 55% le LDL. Et c'est la Rosuva à 40 et la Torva à 80. Pratiquement entre 50, si on veut plus de 50%. C'est pour ça que je vous montre cette diapositive. Si on veut réduire de plus de 50%, on n'a pas beaucoup de choix. Il y a les deux molécules. Pour baisser de 30 à 40%, on peut utiliser tout ce qu'on veut. C'est pour ça que les Américains, dès 2013, ils nous annoncent que pour traiter avec une statine, si on doit traiter à forte intensité, c'est ces deux molécules avec ces deux dosages. Si on veut une intensité modérée, on peut tout utiliser. Bon, c'est-à-dire on a parlé de lipides, de statine. Pour le diabétique, si on veut réduire son risque cardiovasculaire, je vous ai dit, en dehors de stabiliser sa tension, et on ne va pas en parler aujourd'hui, et en dehors de bien équilibrer son cholestérol et le mettre sous traitement s'il le faut, il faut prendre en charge les facteurs de risque. Et là aussi, j'ai un message important pour vous qui date du dernier congrès européen sur la prévention primaire, c'est-à-dire la prise en charge des facteurs de risque. Et à votre avis, quel est le facteur de risque le plus important? Est-ce que c'est le tabac ou le cholestérol ou la sédentarité ou encore l'hypertension? Eh bien, quand on lit les recommandations, regardez qu'est-ce qu'ils disent. La prévention, et c'est les recommandations européennes sur la prévention cardiovasculaire, et la première chose, s'il vous plaît, qui est écrite concernant ces choses-là, eh bien, comment intervenir à l'échelle d'un individu pour intervenir contre les facteurs de risque. Et regardez ce qui est écrit. J'attendais de voir si c'est la sédentarité ou le tabac. Vous savez qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Behavior change. Il faut changer les comportements. Et pendant 4 pages, on croirait qu'on est en psychiatrie, pas en cardiologie. Pendant 4 pages, dans les recommandations, on ne parle que comment est-ce que le médecin peut changer la psychologie du patient. Parce que, il ne va pas suivre pour la simple raison que maintenant, en 2016, les gens ont compris qu'il faut d'abord changer la mentalité de notre malade avant de lui dire de faire quelque chose. Et pendant, je vous dis, 4 pages, on ne parle que de ça. Voilà, les recommandations pour faciliter le changement de comportement. Ça, c'est en cardiologie. Hein. Et établir un cognitive behavioral, des stratégies cognitives du comportement qui vont faciliter les changements de mode de vie. Il faut avoir des prouesses et de l'habileté en communication. Il faut être multidisciplinaire, aussi bien infirmière, diététicien, psychologiste. Il faut un staff et il faut, chez les personnes qui ont de forts risques, agir sur tous les paramètres en même temps. Ça, c'est une des diapos, mais je vous dis, il y a 4 pages sur ça. Et donc, le message, c'est que si on veut changer le mode de vie, pensez à changer le comportement. Je sais qu'en 4 pages et en 1 minute, je ne vais pas vous aider à changer le comportement d'un individu, mais on retient que c'est capital. Et si vous vous rappelez l'étude pure, je vous l'avais présentée, je pense l'année dernière, Salim Youssef avait évalué des gens qui ont fait un infarctus, combien vont changer de mode de vie après l'infarctus. Ceux-là, ils ne sont pas malades. Mais après l'infarctus, ceux qui ont pu arrêter de fumer, plus faire du sport, plus manger sainement, c'était 4%. Ça veut dire que même si on fait un infarctus, on ne va pas changer. Donc il faut aller en psychiatrie, il faut aller vers des connaissances pour changer les mentalités.
Je voudrais aujourd'hui, c'est mon avant-dernière diapositive, éviter d'augmenter le risque. Vous me demandez de parler de réduire le risque cardiovasculaire. Je vous dis, il faut prendre en charge les lipides, la tension, il faut prendre les facteurs de risque en compte et éviter d'augmenter le risque. Parce que nous, en tant que médecins, on a le rôle de réduire le risque, mais souvent, sans le faire exprès, on augmente le risque. Et je vous rappelle que le risque vient avec l'hémoglobine glyquée. On veut tellement bien faire sur la microangiopathie qu'on se retrouve avec des hémoglobines glyquées à 6, à 6,5, chez des patients qui sont coronariens, qui ont de l'angor, et cet angor, il est dû directement à leur 6% d'hémoglobine glyquée. C'est tout, parce qu'ils sont en permanence à 1 gramme en moyenne, et s'ils sont à 1 gramme, eh ben, ils sont souvent exposés à des vraies crises d'angor, parce que l'apport au niveau coronarien, le débit coronaire chez un coronarien malade, ce n'est pas le même qu'un individu normal. Donc le débit qui lui arrive à ses coronaires, qui va aider son cœur, n'est pas suffisant. Il faut une glycémie plus élevée. Et je vous rappelle que si la moyenne c'est 7, qu'on peut baisser à 6 et qu'on doit aller plutôt à 8, eh bien, si la maladie dure longtemps, ou si la maladie vasculaire, donc il est coronarien, sévère, on va aller vers le 8. S'il a une COPD, BPCO ou d'autres pathologies associées, eh bien là aussi il faut faire attention, il faut aller plutôt à 8. S'il a une espérance de vie ou une maladie qui dure depuis longtemps, il faut plutôt aller à 8. Et voilà. Donc, chez les patients, s'il vous plaît, ce n'est pas mon travail, mais du moment que ça touche le cœur, c'est mon travail aussi. Parce que si je fais de mon mieux pour que mon malade ne fasse pas d'infarctus et qu'après il fait un infarctus parce qu'il est à 6 d'hémoglobine glyquée, le malade réagit indien. Donc, je me défends et je vous aide tout le monde à aller dans le même sens. Si c'est un coronarien âgé, s'il vous plaît, la première des choses à faire si vous voulez réduire son risque cardiovasculaire, et plus il est âgé, et plus elle doit monter à 8. S'il a 80 ans, est compliqué. Donc, s'il vous plaît, pour la petite histoire, heureusement, il y a des amis en dos, on se connaît, mais parfois, on écrit un courrier, et puis il y avait quelqu'un avec 6. J'ai écrit un courrier, s'il vous plaît, tenez compte de l'hémoglobine glyquée, parce que sur le plan coronarien, j'explique aux confrères que sur le plan coronarien, il est très malade et qu'il ne doit pas être à 6. Je le revois après 3 mois, il est à 5,5 après 3 mois. Donc, parfois, ça ne marche pas. Et je vous dirai ma dernière diapo pour demain, pour le diabétique, vu que ça ne marche pas l'hadra, c'est ça qui doit marcher. Et je vous remercie. ما تحشموش اللي في قلبه شي حاجه يقولها. On est entre famille, on est là pour apprendre. Il n'y a pas de questions bêtes. نبدا سي علاش هذاك مول القميجه البيضاء عطاتي Une petite question, c'est l'Alami. Je suis là. C'est l'Alami, je suis là. Vous avez parlé des anti-inflammatoires. Quels sont les anti-inflammatoires actuellement qui sont bénéfiques pour le cœur? Bénéfique, il n'y en a pas. Aucun. Là, je ne parle pas des anti-inflammatoires actuels. Vous avez parlé qu'il faut lutter contre l'inflammation. Je vous ai dit, c'est interleukine 1 bêta. Un anti-interleukine 1 bêta. Pour la première fois, il y a une étude, mais il n'est pas sur le marché. C'est de la recherche.
Il sera sur le marché peut-être dans 5 ans ou 6 ans. Là. Ah, d'accord. Et il ne sera pas destiné pour l'inflammation des articulations. Non, il sera destiné cardiaque. Voilà, cardiaque. Merci. Mais merci pour la question. Juste pour rappeler qu'aucun anti-inflammatoire qui est sur le marché, qui soit anti-COX-2 ou qui soit non sélectif, c'est même bien pour le cœur. À gauche. Je suis là, professeur Alami. Merci pour votre présentation, vraiment très exhaustive et pertinente. Et moi, je voulais parler au changement de comportement, c'est-à-dire le changement de comportement passe essentiellement par quatre étapes, notamment l'information, la conviction. Il faut qu'il doit absorber et être convaincu, et après, il doit changer de comportement. Je pense que c'est le rôle de médecin de famille. C'est pour ça que nous, médecins généralistes, on n'arrête pas de parler qu'il faut développer la notion de médecine de famille. Donc il faut tout le temps en parler, tout le temps en parler. C'est le rôle de médecin généraliste qui est au front. C'est comme le petit ça soldat mérite qui est au d'être front. un thème pour des prochaines Justement, merci. en collaboration. Est-ce qu'il y a une autre question? Adnan, au fond, juste avant la caméra. Monsieur, vous avez dit que les statines ne diminuent pas le cholestérol plus de 55%, c'est ça? Non, il y a des Quelles que soient les statines. Là, il y a des statines qui peuvent, à dose maximum, on va parler que de dose maximum. Oui, 80 à 3. Voilà, alors il y a des statines avec leur dose maximum, ils peuvent baisser jusqu'à 50-55% maximum. Mais si Et il y a on d'autres. associe, oui, si on associe les éthémies, par exemple, est-ce qu'on n'aura pas quand même Si, un on bénéfice? peut avoir un peu plus de baisse, bien D'accord. sûr. Combien, par exemple? 10% maximum. Mais c'est important, c'est intéressant. C'est important, bien sûr, s'il le Ouais, faut. Oui. D'accord, merci. C'est Abdelbi. Vous voulez monter, bien sûr, pour présenter? Hein? Là, juste pour présenter. Ils sont modérateurs, oui. Professeur, dernière question sur meilleure statine pour le cœur. Donc, merci. الكتاشي انتي انفلاماتوار ما مزيان غنقولوا تاستاتين كلهم بحال بحال لا non je crois que les messages cette question les messages étaient clairs c'est-à-dire si vous voulez baisser jusqu'à s'il vous plaît c'est important jusqu'à 30% c'est-à-dire risque modéré diabète toutes se valent كلهم il suffit qu'elle baisse à 30% c'est pareil maintenant si vous voulez aller à 50 et plus, c'est-à-dire souvent on en a besoin en prévention secondaire, celui qui est déjà malade, coronarien, ou il a fait un AVC, mais chez en prévention primaire. Là, c'est connu, c'est les recommandations partout, c'est Rosuva et Atorva. Rosuva 40, Atorva 80 pour les fortes doses. Voilà. Donc, merci. Merci, professeur Alami et le laboratoire Afrique-Phare. Je cède la parole à M. Ben Abdelbi Fawzi, notre ami, président du conseil régional de Casablanca, qui nous honore par sa présence. C'est un grand honneur pour l'ADN. Merci. Ouais, merci, c'est Srat, président de l'ADN. Avant d'introduire le sujet, j'aimerais exprimer mon bonheur d'être parmi l'ADN. Je les côtoie depuis 3 ans et je n'ai vu que des hommes travailleurs, des hommes acharnés. Je les remercie pour les efforts qu'ils fournissent pour développer la formation médicale continue pour les médecins généralistes. Je les félicite pour la qualité de l'organisation, pour leur accueil et pour la réussite, je peux dire la réussite de leur 4e congrès. Et Inch'Allah pour le 5e, longue vie à l'ADN. Madame Zahraoui va nous présenter les hypéricémies.